OK. Donc, bonjour. Je vais agir aujourd'hui comme ambassadeur d'une belle équipe d'étudiants et de collaborateurs. Je vais tenter de rendre honneur à la grande qualité du travail qu'ils font. Donc, je vais vous présenter une vue d'ensemble des travaux de notre équipe sur les échanges d'eau et d'énergie entre la surface terrestre et l'atmosphère en présence de neige, bien évidemment. Puis, un instant. Oui, c'est ça. Donc, avant de me lancer, je voulais y aller avec une amorce un petit peu plus personnelle. Comme beaucoup de Québécois, mon premier contact avec la cryosphère s'est fait assez tôt, d'abord sous forme de glace. En fait, sans le savoir, tous les après-midi que j'ai passés à l'extérieur, en hiver, à voir et expérimenter les 1000 propriétés de la neige, ont sans doute beaucoup alimenté les questions scientifiques que j'ai maintenant dans mon équipe. Puis, j'aimerais que vous remarquiez sur la photo à quel point on avait des beaux habits dans les années 80. Voici la mission scientifique de notre équipe. Il s'agit de mesurer les échanges d'eau et d'énergie entre la surface terrestre et l'atmosphère dans le but d'améliorer les modèles de surface. Donc, on est vraiment dans une approche où les observations qu'on prend sur le terrain servent à alimenter les modèles de surface, mais aussi les modèles de surface nous permettent de mieux comprendre ce qu'on observe sur le terrain et de cibler c'est quoi les variables qui devraient être mesurées de façon prioritaire. Qu'est-ce qu'on entend par échange d'eau et d'énergie? Donc, d'abord, pour les échanges d'énergie, c'est de voir comment le rayonnement qui est incident à la surface terrestre est fractionné en flux de chaleur dans le sol et en flux de chaleur turbulent entre la surface et l'atmosphère, que ce soit lié à des différences de température ou à des changements de phase. Du côté des échanges d'eau, je pense que vous êtes pas mal tous habitués avec le bilan hydrique. Donc, c'est ce qu'on entend par échange d'eau ici. Puis, on est dans une approche ici d'échanges verticaux. Donc, une approche qui est vraiment 1D. Euh, Modèle de surface, à quoi ça sert? Il y a la présentation de Gonzalo Leonardini qui va suivre la mienne, mais c'est utile en fait pour avoir des prévisions météorologiques de qualité. Même chose pour les prévisions hydrologiques et pour les projections climatiques. Donc, c'est un outil qui est incontournable dans ces trois domaines-là. Voilà, en fait, ma présentation est structurée autour des 4 types d'environnements qu'on étudie dans notre équipe de recherche. Donc, on va voir ici, en fait, on va se balader à l'intérieur du Québec, là, qui a été divisé en 3 zones ici. Donc, on a des sites de mesure qui servent de banc d'essai pour les modèles de surface là, dans les zones arctiques, boréales et dans le sud du Québec, là, tempéré nordique. Sans plus tarder, on va se rendre au Nunavik, là, près de la communauté inuit d'Umiwak, pour s'intéresser à la neige dans la toundra subarctique. En fait, la question scientifique ici qui nous anime, c'est de savoir à quoi ressemble le bilan d'énergie de la neige dans cet environnement. C'est un projet qui est mené par l'étudiant doctorat Georg Lackner dans mon équipe, qui est co-dirigé par Florent Dominé. Donc, vous les voyez tous les deux sur le terrain ici. C'est un projet qu'on a en collaboration avec le Centre d'études de la neige de Météo France, où on cherche à voir si le modèle Crocus, qui est un modèle de neige 1D multicouche à base physique qui est très sophistiqué, s'il arrive à bien performer dans cet environnement-là. Donc, vous voyez que Crocus tient compte du bilan d'énergie, comme je vous parlais tout à l'heure, des rayonnements, des flux turbulents, tient compte également des différents types de couches qu'on pourrait observer avec des grains qui pourraient varier d'une couche à l'autre, un profil de densité et j'en passe. Donc, ça, c'est une photo de notre site d'étude. On est dans la vallée Tasiapic, 56 degrés nord. On est près de la baie du Thon qui apporte pas mal d'humidité, ce qui explique que la précipitation moyenne annuelle est de l'ordre de 900 mm, donc assez élevée pour le nord quand même. On a une température moyenne annuelle de moins 4 degrés Celsius. Puis, on voit en fait ici la tour du Centre d'études nordiques, là, dont on a bonifié l'instrumentation, la tour qui était équipée de capteurs de précipitation, température, vitesse du vent et j'en passe. Nous, on a ajouté un capteur pour mesurer les flux de chaleur turbulents entre la surface et l'atmosphère. On a ajouté également une petite station ici qui nous permet de prendre un profil de température dans la neige et dans le sol et de mesurer également en continu la conductivité thermique de la neige là, par l'approche des aiguilles chauffantes. On a également des mesures de rayonnement qui sont effectuées. Avant de me lancer sur quelques résultats, j'aimerais vous parler des particularités de la neige arctique. En fait, dans les régions au sud du Québec, on a habitué à avoir un profil de densité de la neige qui ressemble à ça ici. Donc, avec la compaction, on va se trouver des densités qui vont être les plus élevées près du sol, puis ça va décroître là, plus on s'approche de la surface.
En milieu arctique, ce qui se passe, c'est qu'en début de saison, la neige qui est très isolante va s'installer sur un sol qui est assez chaud, qui a absorbé pas mal de chaleur durant l'été, puis va permettre de séparer ce sol chaud-là d'un air qui est plus froid. Donc, on va avoir à l'intérieur de la neige des gradients de température qui vont être très importants et qui vont amener en fait l'apparition d'un flux de vapeur d'eau. Donc, qu'est-ce que ça va créer? Ça va créer une perte de masse du couvert de neige près de la surface, un profil de densité qui va ressembler davantage à ça ici. Donc, vous voyez un exemple ici d'un profil de densité qui a été effectué sur le terrain, là, le 22 mars ici. Donc, la couche qui va présenter là, ces pertes de masse-là, puis qui va mener à des cristaux facettés, c'est le givre de profondeur. Donc, on le voit ici. Puis, en fait, pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que c'est une des caractéristiques de la neige là-bas qui est très difficile à reproduire pour les modèles comme Crocus, Snowpack ou autres du même type. Donc, je présente quelques résultats ici sur les échanges d'énergie entre la neige et l'atmosphère tels que simulés par Crocus. Donc, vous avez les flux de chaleur sensibles ici, latents et le rayonnement net. Ce sont des valeurs journalières là, pour quelques années de données. Donc, vous voyez en fait qu'il y a quand même pas mal de dispersion. On est dans les bons ordres de grandeur, mais il y a de la dispersion, là, ce qui nous rappelle que c'est très difficile de simuler les échanges d'énergie entre la surface du couvert de neige et l'atmosphère. Donc, on va quitter la toundra pour se rendre dans le deuxième plus grand biome terrestre, la forêt boréale. Donc, on va parler en fait de deux sites qui sont instrumentés. Bien, en fait, surtout vous parler du site de la forêt Montmorency. Là, Sylvain vous en a quand même pas mal parlé hier. On a des équipements qui sont déployés aussi à la Romaine, là, dans le bassin versant. Donc, la question scientifique ici qui nous intéresse, en fait, c'est de savoir c'est quoi l'impact d'un couvert forestier sur les propriétés de la neige au sol. Donc, les étudiants qui mènent le projet, bien, je vais vous présenter aujourd'hui les travaux de Benjamin Bouchard, qui est un doctorant dans mon équipe de recherche qui est co-dirigé par Florent Dominé. Et je dois dire que les travaux de Benjamin et tous les travaux sur la neige dans notre équipe ont été énormément inspirés par les travaux du docteur Achut Parachouli, qui est maintenant postdoc dans l'équipe de Christophe à l'UQTR. Donc, merci Achut pour tout ton travail. En fait, du côté de modélisation, maintenant, on va traverser la frontière, on va se rendre du côté suisse. On travaille ici en collaboration avec le PFL et le SLF sur le modèle Snowpack, qui est un modèle qui est équivalent à Crocus et qui a la particularité d'avoir un module canopé sophistiqué qui a été implémenté là, au milieu des années 2010. Donc, il nous permet vraiment de bien tenir compte ici des bilans radiatifs et bilans d'énergie en présence d'une canopée. C'est un module à 2 couches qui est intéressant à évaluer à l'échelle du site. Donc, quels sont les impacts de la forêt sur les propriétés de la neige? Bien, déjà, il y a des choses qu'on sait. C'est une figure conceptuelle ici qui vous présente certains de ces processus-là. D'abord, évidemment, la présence de forêt va avoir pour impact d'intercepter une partie de la précipitation. Donc, logiquement, on peut s'attendre au sol à avoir des hauteurs de neige qui vont être moins importantes que lorsqu'on n'a pas d'arbres. Donc, moins de neige sous les arbres que dans les trouées. Cette neige-là, ensuite, va pouvoir sublimer ou se décharger. Ensuite, un autre impact, c'est le fait que la présence d'éléments de rugosité très importants, le couvert forestier, va réduire la vitesse du vent. Donc, on va avoir des échanges turbulents qui vont être réduits là, près de la surface de la neige, puis on va avoir moins de compaction également. La présence d'un couvert forestier va également avoir pour effet d'atténuer le rayonnement solaire qui est incident à la surface de la neige. Puis, l'autre chose, c'est que du côté du rayonnement infrarouge, ces arbres-là vont piéger une partie de l'énergie, vont la réémettre, puis tout ça, ça va impacter le bilan d'énergie de la neige aussi. Donc, pour y voir plus clair, juste avant, je voulais dire que, évidemment, tous ces processus-là vont mener à une grande variabilité spatio-temporelle, là, comme l'ont montré les travaux d'Achut. En fait, pour y voir plus clair, à l'hiver 2018-2019, on a procédé, je dirais, à l'approche brute force, là, donc qui nécessite ici une pelle et beaucoup d'huile de bras. Donc, Benjamin Bouchard, donc à chaque semaine de l'hiver, s'est rendu sur le site de la forêt Montmorency dans un domaine d'environ 200 mètres par 200 mètres et a identifié des sites donc dans les trouées aux propriétés similaires et des sites sous les arbres. Puis à chaque semaine, il faisait une fosse à neige sous les arbres et dans les trouées. Donc, fosse à neige qui permet de mesurer
le profil vertical de densité, de température, la stratigraphie, et j'en passe. Donc, vous voyez ici un profil de neige qui a été effectué sous les arbres et ici dans une trouée. Et voici le genre de résultats qu'on obtient. En fait, vous voyez, donc ça, c'est la stratigraphie du couvert de neige pour chacune des semaines à l'étude. Donc, j'imagine que la plupart d'entre vous êtes, comme moi, pas très habitués de voir ça. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir donc, les différents types de neige et comment ça peut différer d'un environnement à l'autre. Donc, on voit d'abord dans les trouées qu'on a quand même une hauteur maximale de neige qui est plus importante dessus la canopée, comme je vous le disais tout à l'heure. Puis on voit que globalement, ça se ressemble d'un environnement à l'autre, mais il y a quelques différences subtiles, comme par exemple l'épaisseur des couches de glace là, qui sont vraiment bien franches, bien marquées dans les trouées et qui prennent la forme davantage de couches de regel dues à l'interception de la précipitation liquide par la canopée lors des épisodes de pluie sur neige. On voit des épaisseurs ici de couches avec des particules de précipitation qui sont plus importantes dans les trouées parce qu'on n'a pas d'obstacle lorsque la neige tombe au sol comparativement à sous la canopée. Et on voit la couche de givre de profondeur qui s'est formée en début de saison et qui croît un petit peu au cours de l'hiver, comme j'avais parlé tout à l'heure, en milieu subarctique. En fait, voici un résultat préliminaire de modélisation avec Snowpack. Donc, pour l'hiver 2018-2019, il faut savoir qu'il n'y a aucune calibration qui a été effectuée ici. On est vraiment à l'échelle du site dans une approche 1D. Donc, on prend notre domaine d'intérêt qui comporte 25 de trouées et on cherche à comparer l'équivalent en eau qui est simulé par Snowpack et le comparer avec nos observations. Donc, vous voyez ici, en fait, les points noirs pleins correspondent à nos observations dans les trouées, là, où on voit que l'équivalent en eau de la neige est plus important. Là, on se rend jusqu'à 800 mm comme valeur maximale. Et sous la canopée, ben là, c'est les points vides ici. On voit qu'on a des valeurs un petit peu moins importantes. Considérant que le modèle tient compte du fait qu'on a 75 du territoire qui a un couvert fermé, puis 25 troué, il est normal que la courbe arrive à peu près entre les deux séries de points. Donc, on est très encouragé par ces résultats, puis on poursuit nos travaux sur l'évaluation de Snowpack. Donc, ce qui nous intéresse dans le futur, c'est de regarder vraiment l'impact de la taille des trouées, parce qu'il y a toute une dynamique au niveau de la taille. Donc, Benjamin, l'hiver dernier, a instrumenté des sites là, de différentes densités. Donc, on voit ici, par exemple, un site qui est directement sous la canopée, un site avec une trouée de petite taille, un site pour des trouées de moyenne taille. Donc, tout ça, c'est défini en termes du diamètre versus la hauteur moyenne de la canopée. Puis, on a le milieu ouvert où le diamètre de la trouée est beaucoup plus grand que la hauteur de la canopée. Donc, ça, c'est le site neige de Sylvain, là, à la forêt Montmorency. Tous ces sites-là, c'est aussi à la forêt Montmorency. Puis, évidemment, pour chacun des sites, bien, on a des mesures détaillées du profil de température, dans la neige, dans le sol, hauteur de neige. Il y a un site ici où on a des profils de température de l'air, d'humidité relative, de vent. On mesure le rayonnement à plusieurs sites aussi. Donc, beaucoup de plaisir en perspective là, avec cette analyse de données. Donc, on va maintenant quitter les mouches de la forêt Montmorency là, pour se rendre en milieu ouvert dans le sud du Québec. On va se rendre aussi dans un contexte plus opérationnel. En fait, on a des travaux de recherche en collaboration avec le ministère de la Sécurité publique et le ministère de l'Environnement. On s'intéresse à l'impact hydrologique des épisodes de pluie sur neige. Ce sont des travaux qui sont menés par Geneviève Baudouin et Alexis Bédard-Terrien, qui sont tous deux à la maîtrise en génie des eaux. Donc voilà, on travaille avec le module de fonte d'Hydrotel qui est utilisé par la DEH, Direction de l'expertise hydrique, pour des prévisions hydrologiques. Donc, c'est une approche, comme en parlait Marie-Amélie hier, qui est degré jour, mais inspirée du bilan d'énergie. Et ce qu'on cherche à faire, c'est, bon, là, on est dans un contexte opérationnel, on cherche à améliorer la performance du module de fonte d'Hydrotel pour ces épisodes de pluie sur neige spécifiquement. Puis en fait, on est évidemment conforme à notre mission scientifique, là où on croit beaucoup au pouvoir des observations. Donc, on a instrumenté des bassins versants de différentes tailles dans le sud du Québec. Donc, vous avez les bassins ici qui ont été instrumentés. On a choisi ces bassins-là parce qu'il y avait des mesures de débit de qualité en hiver. Hein. Vous savez qu'en hiver, souvent, aux stations de jaugeage, il va y avoir formation d'un couvert de glace qui peut fausser la mesure du débit. Donc,
On a bien discuté avec la DEH pour savoir quels étaient les bassins à cibler pour être certain qu'on était capable de faire la modélisation hydrologique et être capable de se comparer à des observations de qualité. Et donc, notre philosophie ici, c'est de dire, bon, on va aller là où il y a une station du ministère de l'Environnement, puis juste à côté, on va mettre une station de mesure qui fait des mesures similaires à ce qu'on a là, à nos autres sites, donc profil de température dans la neige, dans le sol, teneur en eau du sol, rayonnement, hauteur de neige et j'en passe. On a un graphique ici qui nous présente l'évolution de la hauteur de neige à nos différents sites qu'on appelle les bassins de surveillance. Donc, vous voyez que ça n'a pas été un hiver là, très heureux pour les skieurs. Donc, avec des hauteurs de neige maximales là, qui, à Yamaska, là, dépassaient à peine là, 40 cm, puis une disparition du couvert qui était même avant la mi-mars dans ce cas-là. Ça sur quoi je vais attirer votre attention, en fait, c'est les épisodes de pluie sur neige que vous voyez ici. Je pense que tout le monde va se rappeler du gros épisode de pluie sur neige qu'il y a eu à Noël, qui a mené à une disparition complète du couvert là, à tous les sites à l'étude. Et en fait, Alexis, là, dans l'équipe de recherche, procède à la modélisation de cet épisode-là au site de la forêt Montmorency, donc pour la période du 23 au 27 décembre 2020. On a 110 mm de pluie qui ont été observés durant cet épisode. Puis on voit ici, en fait, l'équivalent en eau de la neige qui est mesuré là, par le GMON de Sylvain au site neige. Et on a les résultats de la simulation par le module de fonte d'Hydrotel. Puis on observe une tendance qui est tout à fait similaire à ce qu'on a observé pour d'autres épisodes de pluie sur neige, c'est-à-dire une fonte qui est sous-estimée. Donc, Alexis travaille activement à voir qu'est-ce qui peut être amélioré dans le module de fonte d'Hydrotel pour faire un meilleur boulot. On a ici, en fait, une vue le genre de données qu'on peut obtenir là, à nos sites de mesure. Donc, on a une vue ici du régime thermique dans le sol et dans la neige à Charny, donc on est dans le bassin versant de la rivière Chaudière. Vous voyez en fait les températures ici. Lorsqu'on a des températures qui sont égales ou supérieures à 0, elles vont apparaître en noir. Puis on a les épisodes de pluie sur neige qui sont indiqués encore une fois par les flèches noires. Et vous voyez l'évolution de la hauteur du couvert de neige juste ici. Et vous voyez très bien les cas où le sol va être gelé. Donc, lorsque le sol est coloré, ça veut dire qu'il est gelé. Et lorsqu'il n'est pas gelé, ça veut dire qu'il apparaît en noir ici. Donc, vous voyez d'abord qu'on est bien loin du paradigme où on a une période d'accumulation puis une période de fonte. On voit plutôt qu'on est dans un cas où il y a plusieurs périodes d'accumulation et de fonte et que même durant le mois de mars, là, on a des cas où on a un contenu en froid qui est non nul. Là. On voit plus particulièrement l'impact des épisodes de pluie sur neige là, sur le régime thermique, là, que ça amène même localement à un dégel du sol. Donc, c'est le genre de données qu'on a qui peut nous aider à mieux comprendre qu'est-ce qui se passe spécifiquement lors de ces épisodes-là. On va se rendre maintenant, on va retourner à la forêt Montmorency sur le lac Piché plus précisément, puis on va regarder les travaux de notre équipe sur les lacs nordiques. En fait, la question scientifique ici porte sur la dynamique de l'accumulation et la fonte de glace et de neige sur les lacs. Ce sont des travaux qui sont effectués par Abiba Khalel, là, qui est dirigé par François Anctil dans l'équipe et que je co-dirige. Et on a une super belle collaboration avec Murray McKay d'Environnement et Changement climatique Canada. Murray qui a développé le Canadian Small Lake Model, qui est le modèle qu'on cherche à évaluer ici. Donc, il s'agit d'un modèle de lac 1D là, qui permet de simuler les échanges d'énergie entre la surface et l'atmosphère, qui inclut contrairement à d'autres modèles de glace, c'est un modèle assez détaillé pour la simulation de la glace, la slush et la neige. Donc, c'est ce que nous, on cherche à évaluer là, dans le cadre du travail ici présent. Donc, on est, je disais, au lac Piché, donc à la forêt Montmorency. C'est un petit lac, donc 0,16 km² de faible profondeur, donc une profondeur maximale de 4 mètres. Puis on fait évidemment un suivi du régime thermique. Là. Comme c'est un atelier sur la neige, je ne vous parle pas de tout le volet estival, mais ça nous intéresse évidemment aussi. Puis lors de 2 saisons, on a procédé à un suivi sur le terrain de la glace et de la neige. Donc lors de l'hiver, l'hiver précédent à celui-ci, on a fait des mesures de fosse à neige détaillées puis des mesures d'épaisseur de glace. Donc vous voyez ici un profil de neige qu'on a effectué, une fosse à neige, pardon.
Donc, ça a été mené aussi en collaboration avec Benjamin Bouchard. On faisait des études de stratigraphie. Et lors de l'hiver dernier, on s'est intéressé davantage à faire un carottage de glace. Donc, vraiment voir quelle fraction de l'épaisseur de glace est composée de glace franche, de slush, de glace blanche et autres. Fait que ça, c'est vraiment très intéressant. Je vous montre ici les dates de prise de glace qu'on observait avec notre caméra de chasse en 2019. Donc, on voit qu'en 2019, c'est vraiment au début novembre là, que le couvert de glace s'est installé de façon assez rapide, je dirais. Puis, donc, pour ce qui est de la fente, là, on voit qu'il y a une disparition de la glace là, plutôt vers les dernières semaines de mai là, qui s'est échelonnée sur quelques journées. Le modèle, le Canadian Small Lake Model, donc je disais, permet de simuler l'évolution de l'épaisseur de glace. Ça, c'est le trait plein bleu qu'on voit ici. Donc, on est à l'hiver 2019-2020. On a l'épaisseur de glace simulée. Puis l'épaisseur de neige qui est simulée par le modèle, c'est le trait gris que vous voyez ici. Puis on a les observations qui apparaissent comme des traits pleins. Donc, vous voyez que le modèle fait un assez bon travail pour simuler la période observée de couvert de glace. OK? Puis fait assez bien aussi pour simuler les bonnes épaisseurs. Donc, voilà. J'aimerais conclure en disant que les observations sont indispensables pour développer de bons modèles. Ça nous aide à mieux comprendre les processus sur le terrain, puis à faire une évaluation à l'échelle du site et du bassin versant. Donc là-dessus, j'aimerais remercier tous nos partenaires de recherche et précieux collaborateurs.